Vous connaissez le quartier de la Défense à l'ouest de Paris. Ces gratte-ciel froids, faits de verre et d'acier, ces tours gigantesques qui se perdent dans la brume tôt le matin. Ce n'est peut-être pas le cœur de la France, mais c'est son portefeuille. C'est là que se signent des contrats de plusieurs milliards d'euros, que se décident des destins et que les égos s'élèvent encore plus haut que ces bâtiments. Aujourd'hui, nous étions réunis dans l'immense salle du Palais des Congrès pour le sommet sur les technologies de défense et l'intelligence artificielle du futur. Autour de moi, il y avait de jeunes PDG vêtus de costumes italiens dont le prix dépassait mon salaire annuel. Des ingénieurs portant des lunettes intelligentes dernier cri. Bien sûr, des investisseurs avides à la recherche de fonds. L'air était imprégné d'un parfum coûteux, de café frais et d'une forte odeur de testostérone. Quant à moi, je n'étais qu'une tache grise. Dans cette foule, je m'appelle Noémie Merlan. Je portais un simple tailleur bleu marine acheté dans le rayon des soldes des Galeries Lafayette, un modeste collier de perles hérité de ma grand-mère autour du cou et un vieux sac en cuir sans logo dans la main. Mes cheveux étaient simplement attachés en chignon et mon visage était presque dépourvu de maquillage. Savez-vous qui j'étais à leurs yeux? Probablement une bureaucrate ennuyeuse attendant sa retraite. Ou peut-être une tante perdue, entrée par erreur dans ce salon technologique, à la recherche d'un cadeau pour son petit enfant. Je pouvais voir leur regard. Ou plutôt, leur absence de regard. Leurs yeux glissaient sur moi. Pour eux, je n'étais rien. Mais ils ignoraient une réalité qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Au bout des doigts de la femme sous ce tailleur gris se trouvait l'avenir de toute la marine française. Avant de poursuivre cette histoire, un petit avertissement, ce que vous allez entendre est la preuve que l'arrogance peut détruire la carrière d'une personne en quelques secondes. Si vous aimez les histoires de vengeance silencieuses mais destructrices où justice est faite, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Car personne ne sortira vivant de cette salle, du moins en termes de carrière. J'ai commencé à marcher lentement dans la salle. En passant entre les stands, j'entendais des termes tels que innovation disruptive, cryptage quantique, machine de mort autonome. Les mots volaient dans les airs, mais ils étaient pour la plupart vides de sens. Puis, au milieu de la salle, là où les projecteurs étaient les plus intenses, je l'ai vu. Il s'appelait Antoine Delacroix, fondateur et PDG d'Aerotech Solutions. La trentaine, c'était l'un de ces enfants prodiges, qui faisait la couverture des magazines. Ses cheveux blonds vifs étaient gominés en arrière, et la Rolex Daytona à son poignet brillait à chaque mouvement de sa main. Entouré d'une foule d'admirateurs, il souriait comme s'il venait de recréer le monde. Et juste derrière lui, sur un tapis de velours noir, se trouvait le fleuron de son entreprise, le drone d'attaque nouvelle génération baptisé le Fantôme. Je dois admettre qu'il était esthétiquement impressionnant. Avec son corps noir mat et ses ailes en fibre de carbone. Il ressemblait presque à une œuvre d'art. Mais ce n'était pas son apparence qui m'intéressait, mais la disposition des capteurs sous ses hélices. J'ai plissé les yeux et me suis frayé un chemin à travers la foule pour m'approcher du stand. Je l'examinais non pas avec l'œil d'un ingénieur, mais avec celui d'un stratège. Antoine était en train d'expliquer quelque chose à un groupe d'investisseurs japonais. « Messieurs, ce que vous voyez ici n'est pas seulement un drone, » disait-il, sa voix résonnant dans la salle. C'est la fin de la guerre. Nous éliminons l'erreur humaine de l'équation. Le fantôme prend ses propres décisions, choisit ses propres cibles et, je le souligne, ne peut jamais être arrêté. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Le mot jamais, en ingénierie, jamais, n'existe pas. Il n'y a que des failles qui n'ont pas encore été découvertes. Je me suis approché un peu plus du stand, presque au point de toucher le drone. À ce moment-là, j'ai attiré l'attention d'Antoine. Il a interrompu son discours. Il a fait un geste de la main aux investisseurs japonais, comme pour leur dire une seconde, et s'est tourné vers moi de tout son corps. Le sourire factice et commercial qui illuminait son visage s'est transformé en une expression froide et méprisante pendant la demi-seconde où il m'a dévisagé de la tête aux pieds. Il a fait un pas vers moi. On aurait dit qu'il s'apprêtait à expulser un sans-abri qui avait pénétré dans sa propriété privée. Mais il allait le faire poliment. Une humiliation à la française. « Madame » dit-il d'une voix trop forte. Il voulait attirer toute l'attention sur nous. Je pense que l'entrée du personnel de nettoyage se trouve à l'arrière. Ou peut-être cherchez-vous un jouet pour votre petit enfant. Mais je crains que ce jouet ne soit un peu trop cher pour votre pension de retraite. Le brouhaha dans le salon s'est arrêté net. Les investisseurs japonais ont gloussé. La jeune assistante à côté d'Antoine a essayé de cacher son rire en couvrant sa bouche avec sa tablette. Vous vous attendiez à ce que le sang me monte au cerveau, n'est-ce pas? À ce que je rougisse de honte, que je m'excuse et que je m'enfuis? Non. C'est tout le contraire qui s'est produit. En moi, ce glacier, que je connais si bien a commencé à se former. Un calme froid, tranchant et mortel. Mon pouls ne s'est pas accéléré, il a ralenti. Mes yeux ne se sont pas fixés sur ceux d'Antoine, mais sur le port de communication du drone juste derrière lui. J'ai légèrement relevé la tête.
Ma voix était aussi basse qu'un murmure, mais aussi tranchante qu'une guillotine. Un jouet. Ai-je répété. Choix de mots intéressant, monsieur Delacroix. Surtout dans un salon où vous prétendez que cet appareil est conforme aux spécifications militaires. Antoine fit semblant d'être surpris, puis éclata d'un rire exagéré. Ah, regardez, s'écria-t-il à la foule. Madame connaît les spécifications militaires. N'est-ce pas adorable? Éclairez-moi, madame. En quelle année êtes-vous restée? En 1980. Vous venez d'apprendre à utiliser le Minitel. La foule rit encore plus fort cette fois-ci. Antoine avait trouvé son rôle. Il allait m'utiliser comme un paillasson pour mettre en valeur son intelligence. Écoutez, ma tante, dit-il en ralentissant le ton de sa voix comme s'il s'adressait à un enfant. Il se pencha vers moi, l'odeur de son eau de Cologne coûteuse me piquant le nez. Cet appareil est doté de l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. Il est protégé par un cryptage quantique. Personne ne peut le pirater, l'arrêter ou le contrôler. Surtout quelqu'un comme vous qui ne connaît de technologie que la télécommande de la télévision. Jamais. Il agita son doigt vers mon visage. Alors veuillez vous écarter et laisser les professionnels faire leur travail. Allez, allez vous acheter un bon croissant. J'ai pris une profonde inspiration. L'air métallique de Paris a envahi mes poumons. À ce moment-là, Antoine avait commis la plus grande erreur de sa vie. Non seulement parce qu'il m'avait humilié, mais aussi parce qu'il m'avait défié. Et moi, l'amiral Noémie Merlan, directrice du département Systèmes maritimes et innovation du futur. Je ne laissais jamais un défi sans réponse. Je jetai un rapide coup d'œil à la montre connectée à mon poignet gauche. De l'extérieur, elle ressemblait à un simple bracelet connecté. Mais il s'agissait en réalité d'un prototype spécial développé conjointement par les services secrets français et la Marine nationale. Je fixai Antoine du regard. Un sourire imperceptible se dessina sur mes lèvres. Donc, personne ne peut l'arrêter? Dis-je en portant lentement ma main à ma montre. Et elle est impossible à pirater? Antoine croisa les bras sur sa poitrine et sourit, sûr de sa victoire. Jamais. Très bien, monsieur Delacroix, dis-je. Que diriez-vous d'une petite démonstration? C'était le début de la fin. Et il ne s'en rendait même pas compte. Le silence qui régnait dans la salle fit place à quelques secondes de chuchotement. Le sourire confiant d'Antoine se figea un instant, mais il se ressaisit rapidement. Je pouvais voir cette lueur dangereuse dans ses yeux. Un chasseur avait décidé de jouer avec sa proie qu'il pensait avoir acculée. Un spectacle, dit Antoine, la voix pleine d'une curiosité moqueuse. Il se tourna vers la foule, écartant les bras pour agrandir la scène. Vous avez entendu? Madame veut faire un tour de magie, je crois. Elle va peut-être sortir un lapin de son sac. Les investisseurs japonais et les flagorneurs qui nous entouraient ont ri, mais cette fois-ci, leur rire était empreint d'une certaine inquiétude. Car dans mon attitude, il n'y avait rien qui indiquait que j'allais reculer. Mon dos était droit, mon menton relevé. Mon regard transperçait l'âme d'Antoine. Pas un lapin. Dis-je calmement. Je passai lentement mon sac à bandoulière sur mon épaule. La réalité. Vous m'avez dit que ce drone était inviolable. Je vous propose de vous prouver le contraire. Avez-vous peur? Ce mot, peur. Pour un narcissique comme Antoine, c'était le plus grand déclencheur. Son visage s'est soudainement assombri. À cet instant, le voile de fausse courtoisie du monde des affaires qui nous entourait s'est déchiré, ne laissant place qu'à une pure guerre d'ego. Il fit un pas vers moi, la distance entre nous dépassant désormais les limites sociales. Avoir peur? Murmura-t-il d'une voix que moi seul pouvais entendre. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Mais vous m'avez fait perdre mon temps et celui de mes investisseurs. Maintenant, je vais te ridiculiser devant tout le monde, à tel point que tu voudras cacher ton visage quand tu sortiras dans la rue. Puis il recula brusquement et cria à voix haute très bien. J'accepte. Puisque cette dame s'y connaît si bien en technologie, montrons-lui de près les capacités du fantôme. Il claqua des doigts. L'équipe technique derrière le stand se précipita sur ses tablettes, paniquée. Lancez le système, ordonna Antoine. Mode suivi de cible en direct. Protocole de sécurité actif. Mais les systèmes d'armement sont désactivés. Pour l'instant. En prononçant ces derniers mots, il me fit un clin d'œil. La foule recula avec excitation, formant un large cercle autour de nous. C'était comme si une arène de gladiateurs moderne était en train d'être installée. D'un côté, un géant technologique valant des milliards de dollars. De l'autre, moi, considéré partout comme une vieille femme folle. Vous rendez-vous compte à quel point l'arrogance d'Antoine vous semble familière? Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous méprisait et ignorait vos talents, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour ne pas manquer la suite de l'histoire. Car Antoine est sur le point de recevoir la leçon la plus coûteuse de sa vie. L'équipe technique a retiré les bandes de sécurité autour du drone. Les voyants LED de l'appareil sont passés du bleu apaisant du mode veille à l'orange agressif du mode actif. Les hélices ont commencé à tourner doucement et le bourdonnement qu'elles produisaient a couvert le brouhaha de la salle.
Antoine s'est approché de moi avec une tablette à la main. Regardez, m'a-t-il dit en me montrant la tablette. Lignes de code complexes défilaient à l'écran. Ce que vous voyez ici, c'est un système d'exploitation basé sur un réseau neuronal artifice, protégé par le protocole de cryptage SHA-256. Il effectue actuellement 4000 milliards d'opérations par seconde. Cela n'a rien à voir avec la connexion Bluetooth de votre montre antique. J'ai simplement souri. Car en une seconde, le temps que j'ai passé à regarder l'écran, j'avais compris. Le système utilisait un noyau personnalisé basé sur Linux. Et oui, l'interface semblait incroyablement complexe. Mais Antoine avait oublié, ou ses ingénieurs n'avaient pas osé lui dire, une chose, les systèmes complexes sont ceux qui comportent le plus d'erreurs. Surtout ceux que l'on veut commercialiser à la hâte. Mon regard s'est arrêté sur un petit port de service presque invisible situé sous le fuselage du drone. Un port généralement laissé accessible pour permettre aux techniciens d'y accéder rapidement lors de la maintenance, mais qui, selon les normes militaires, devait être scellé. Il était ouvert. C'est votre jour de chance, madame, m'a dit Antoine en me poussant juste en face du drone, sur la zone marquée d'une croix rouge indiquant la zone cible. Le drone va maintenant vous scanner. Ne vous inquiétez pas, même s'il vous identifie comme un élément hostile. Il ne tirera pas. Il va simplement se verrouiller sur vous. J'espère que le point rouge que le laser va former sur votre front ne vous dérange pas. Dame rire étouffé s'élevèrent dans la foule. Il m'avait planté là comme un épouvantail. Je pris une profonde inspiration. Je levai légèrement mon poignet gauche. Je fis glisser l'interfaceur standard de ma montre et passai en mode analyse cybertactique. Sous-jacente. Mon écran s'assombrit et un terminal minimaliste vert s'ouvrit. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. Au contraire, mon esprit s'est clarifié. Les sons autour de moi, la voix moqueuse d'Antoine, les chuchotements des investisseurs, le bourdonnement croissant du drone. Tout s'est transformé en flux de données. C'est parti, a annoncé Antoine. Activation. Les moteurs du drone ont rugi. L'appareil s'est élevé d'1 mètre au-dessus du sol et est resté suspendu dans les airs. Le vent qu'il créait faisait voler les pans de ma robe et mes cheveux. Ses yeux, c'est-à-dire ses capteurs, se sont directement focalisés sur moi. Un point laser rouge apparut sur ma poitrine. Vous voyez ? S'écria Antoine, grisé par la victoire. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas vous cacher. Il vous voit, vous analyse et vous classe. En ce moment même, il détecte votre température corporelle, votre rythme cardiaque et même vos genoux qui tremblent de peur. Mes doigts se mirent à danser sur le petit écran tactile de la montre. Cible Phantom X1. Protocole de connexion Wi-Fi direct port de service 8080. Cryptage WPA3. Contourné. Antoine avait raison, la porte d'entrée était verrouillée. Les murs étaient hauts. Mais personne n'avait pensé à verrouiller la porte du jardin. Un message clignotant est apparu à l'écran connexion établie. Niveau d'autorisation invité. Ce n'était pas encore fini. Je ne pouvais pas contrôler ce monstre avec un accès invité. Je devais être administrateur. Antoine s'était retourné vers la foule et continuait son spectacle. Maintenant, regardez. Je vais donner à la drone la commande simulation de menace. Elle va voler vers vous, mais s'arrêter au dernier moment. Voyons si madame restera aussi calme à ce moment-là. C'était du bluff. Un bluff dangereux et irresponsable. Manœuvrer un drone militaire dans un espace clos, au milieu d'une foule civile. Cet homme n'était pas seulement arrogant, il était aussi assez stupide pour connaître un crime. Sans quitter le drone des yeux, j'ai saisi la dernière ligne de commande sur ma montre. Lancement de l'attaque brute force. Cible, panneau d'administration. Nom d'utilisateur, admin. Test du mot de passe. Antoine appuya sur sa tablette. Le drone bondit soudainement en avant. Il fonça vers moi à la vitesse d'une balle. La foule a poussé un cri. Alors que le drone fonçait sur moi, je regardais la dernière ligne sur l'écran de ma montre. Antoine avait tellement confiance en sa technologie qu'il avait enfreint la règle la plus fondamentale. Ce simple mot de passe maudit que les ingénieurs avaient mis temporairement. Et oublié de changer. Le drone s'est arrêté dans les airs à un demi-mètre de mon visage. Le vent me fouettait le visage. Antoine riait aux éclats. Mais ensuite, ma montre a vibré. Accès approuvé. Niveau d'autorisation, utilisateur route. J'ai levé la tête et j'ai regardé Antoine dans les yeux. Son sourire s'est évanoui, car les voyants LED du drone ne sont pas passés de la couleur orange, contrôlé par Antoine, à la couleur rouge. Il est devenu blanc. Blanc amiral. La partie est terminée, mon garçon. Ai-je murmuré. J'ai fait glisser mon doigt vers la droite sur l'écran de ma montre. Et à ce moment-là, cette obéissance, qui allait couper le souffle à tout le monde dans la salle a commencé. Les mots ne suffisent pas pour décrire ce moment. Le concept du temps semblait s'être évaporé dans la salle. Le drone était suspendu dans les airs, immobile.
mais il ne ressemblait plus à un chasseur menaçant, plutôt à un faucon fidèle attendant son maître. Le bruit de ses hélices avait changé. Le bourdonnement agressif, irrégulier et hideux avait disparu, laissant place à un vrombissement fluide et hypnotique. Fruit d'une synchronisation parfaite, Antoine se mit à frapper violemment la tablette qu'il tenait dans ses mains. Il la toucha d'abord avec force, puis fit glisser ses doigts sur l'écran comme s'il voulait le briser. « Que se passe-t-il » siffla-t-il entre ses dents. « Pourquoi ce fichu truc s'est-il figé ? Reculez. Je vous ordonne de retourner à la base. » Le drone ne répondit pas. Il resta suspendu dans les airs, immobile. « Équipe technique !» cria Antoine d'une voix aiguë. « Vérifiez la connexion. Y a-t-il un brouilleur de signal ? Le Wi-Fi est-il en panne ?» Le chef ingénieur, en sueur, s'avança. « Monsieur, la connexion n'est pas coupée. La puissance du signal est à 100%. Mais le système refuse nos commandes. » Il refuse ? Le visage d'Antoine devint rouge vif. Il arracha la tablette des mains de l'ingénieur. Une machine ne peut pas refuser d'obéir à son propriétaire, imbécile. C'est une intelligence artificielle, pas un ouvrier syndiqué. C'est à ce moment-là que je suis intervenu. Je levai lentement la main, comme un chef d'orchestre. Ce geste fut si gracieux et si calme que personne ne comprit ce qui se passait au début. J'ai légèrement incliné mon index vers la gauche. Et le fantôme. Cette machine a tué valant des milliards de dollars. S'est immédiatement incliné vers la gauche, sans le moindre retard. Un collectif s'est élevé dans la salle. J'ai tourné mon doigt vers la droite. Le drone s'est incliné vers la droite. J'ai serré le poing et l'ai légèrement levé. Le drone s'est élevé comme s'il était dans un ascenseur invisible. Antoine était figé. Ses yeux allaient et venaient entre ma main et le drone. Son cerveau essayait de refuser ce qu'il voyait. Cette vieille dame, cette femme qui ne comprenait rien à la technologie, jouait maintenant avec son bien le plus précieux du bout des doigts. Je pense qu'il y a un malentendu, monsieur Delacroix, dis-je en conservant le ton métallique et froid de ma voix. Les machines ne peuvent pas rejeter leur propriétaire, vous avez raison. Mais le problème, c'est que ce n'est plus votre machine. Une vague de murmures parcourut la foule. Les chuchotements ne se cachaient plus. Comment a-t-elle fait ? C'est impossible. Cette femme est-elle une hackeuse ? Antoine, paniqué, fit un pas vers moi. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est de l'espionnage industriel. Du sabotage. Donnez-moi cette tablette. Cette montre, immédiatement. Il a essayé de m'atteindre, mais avant qu'il ne puisse réduire la distance entre nous, j'ai abaissé ma main avec force. Le drone a plongé comme un faucon. Juste devant Antoine, il a freiné brusquement, le nez pointé vers lui. Le vent créé par les hélices a ébouriffé les cheveux gominés d'Antoine. Il a trébuché en arrière et a failli tomber sur les maquettes exposées sur le stand. « Assieds-toi !» lui ai-je dit. Ma voix était impérative. Ce n'était pas une demande, mais un ordre absolu. Le drone s'est approché un peu plus, comme pour menacer Antoine. Antoine s'est effondré sur ses genoux, terrifié. Le PDG fier et arrogant avait disparu, remplacé par un petit enfant effrayé. C'est illégal. J'ai mis Antoine en me regardant depuis le sol. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais détruire votre vie. J'ai souri et je me suis lentement approché de lui. Chacun de mes pas résonnait comme le marteau d'un juge sur le sol. Tu sais ce qui est illégal, Antoine ? Dis-je d'une voix que toute la salle pouvait entendre. Le fait que cet appareil, pour lequel tu as demandé des millions d'euros de financement au ministère de la Défense, soit protégé par un mot de passe par défaut, fabriqué en usine. Comme admin 1, 2, 3. Dames rires ont éclaté dans la salle. Cette fois, il n'y avait pas d'inquiétude. C'était une pure moquerie. Admin 1, 2, 3. Les murmures se sont répandus comme une vague. Pour un géant de la technologie, il n'y avait pas de plus grande honte. De plus. Et je poursuivis en me tenant juste devant Antoine, le port 8080 que vous avez laissé ouvert à l'arrière du système. C'est une faille que n'importe quel lycéen doué pourrait exploiter. Et vous appelez ça une norme militaire. Le visage d'Antoine était devenu livide. À cet instant, il perdait non seulement mon estime, mais aussi sa réputation, les actions de son entreprise et son avenir. Je tournai légèrement le poignet. Le drone s'éloigna d'Antoine et vint vers moi. Je posai le vieux sac en cuir que je tenais à la main et tendis le bras droit. Le drone ralentit ses hélices et descendit. Ses capteurs détectèrent mon bras comme une piste d'atterrissage. Et cette bête métallique vint se poser sur mon avant-bras avec la docilité d'un animal domestique. Son poids était perceptible, mais je ne bougeais pas d'un pouce. Grâce à ma formation dans la marine, mon bras resta immobile comme de l'acier. Les yeux du drone, c'est-à-dire ses caméras, étaient désormais braqués sur moi. Et grâce à ces caméras, mon visage apparaissait sur l'écran géant derrière moi. Antoine a essayé de se lever en tremblant. « Sécurité !» a-t-il crié d'une voix chevrotante. « Sécurité ! Arrêtez cette femme. Elle s'est emparée de ma propriété. Elle m'a agressé.
Les deux imposants agents de sécurité postés aux portes du salon ont appuyé sur leur talkie-walkie et se sont mis à courir. La foule leur a laissé le passage. Une lueur d'espoir est réapparue sur le visage d'Antoine. « Tu es fini », dit-il à bout de souffle. « Tu vas pourrir en prison. » Les agents de sécurité nous rejoignirent. Ils posèrent la main sur les matraques accrochées à leur ceinture. « Madame, dit sèchement l'agent de tête, posez immédiatement cet appareil par terre et venez avec nous. » Je détournai les yeux du drone et les posai sur le chef de la sécurité. Nos regards se croisèrent. Je n'avais pas peur. Je ressentais seulement du dégoût et de l'autorité. « Arrêtez !» ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix, mais le ton autoritaire de ma voix a suffi à arrêter l'homme. Je glissai ma main gauche dans la poche intérieure de ma veste. Les agents de sécurité sursautèrent, pensant que je sortais une arme. Mais ce que je sortis était bien plus dangereux qu'une arme. Ce petit portefeuille en cuir bleu marine, orné des armoiries dorées de la République française et du logo Marine nationale. Je l'ai brandi en l'air et l'ai ouvert. L'emblème doré brillait sous les projecteurs. « Je ne suis pas un terroriste », ai-je dit en fixant Antoine du regard. « Je suis la signature qui figure sous la certification militaire à laquelle vous accordez tant de confiance. » Le silence dans la salle était aussi pesant que dans un cimetière. « Je m'appelle Noémie Merlan », ai-je dit. Amiral Noémie Merlan, directrice du département Système maritime et innovation du futur. Les yeux d'Antoine sont sortis de leurs orbites. Ses genoux se sont dérobés et cette fois, il s'est effondré, trop secoué pour rester debout. La chasse avait commencé. Et le plus grand prédateur de la forêt avait montré les crocs. Quand une bombe explose, on n'entend pas le bruit tout de suite. On ressent d'abord la pression, cette onde invisible qui vous projette, puis vient le silence assourdissant. C'est exactement ce qui s'est passé au Palais des Congrès. Le titre qui sortit de ma bouche, Amiral, explosa dans les oreilles d'Antoine et le mit en pièces. Le chef de la sécurité a été le premier à réagir. Sa main s'est figée sur les menottes qu'il tendait pour m'arrêter. Son regard s'est posé sur l'écusson de la République française qui brillait sur ma carte d'identité, puis sur mon visage, puis à nouveau sur ma carte. Il a pâli si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Lentement, avec une lenteur presque douloureuse, il a baissé la main. Son corps a réagi par un réflexe automatique, fruit de nombreuses années de discipline militaire. Ses talons se sont cognés l'un contre l'autre dans un clic. Son dos s'est raidi. Et cet homme imposant m'a salué avec une révérence parfaite devant toute la salle. « Amiral », dit-il d'une voix tremblante mais forte. « Pardonnez-nous. Erreur de protocole. Nous n'avons pas reconnu votre identité. » Je lui fis un léger signe de tête en signe d'approbation. « Vous faisiez votre devoir, soldat. Reposez-vous. » Le silence dans la salle fit place à un brouhaha chaotique. La femme qu'ils appelaient tante, femme de ménage, retraitée, se tenait désormais devant eux comme l'un des officiers les plus haut gradés de France. Et dans ce vieux sac, dont ils se moquaient quelques instants auparavant, elle transportait les sceaux qui pouvaient mettre fin à leur carrière. Je ne levai pas les yeux. Je regardais toujours Antoine, assis par terre, les genoux repliés, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Antoine essayait de nier la situation. Son cerveau refusait d'accepter cette nouvelle réalité. Il cligna des yeux et me regarda. « Mais, » balbutia-t-il. Sa voix n'avait plus rien à voir avec celle du PDG tonitruant de tout à l'heure. « Mais c'est impossible. Vous, vos vêtements. Je veux dire. » Les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne savait pas quoi dire. Allait-il demander pourquoi un amiral porte-t-il des vêtements soldés? Ou pourquoi n'avez-vous pas de garde du corps? Chaque mot qu'il prononçait l'enfonçait davantage. Le drone sur mon bras fonctionnait toujours silencieusement. Je le laissai lentement s'envoler comme si je balayais la poussière sur mon épaule. Le drone resta suspendu de manière menaçante au-dessus de la tête d'Antoine. « Mes vêtements, Antoine ?» demandai-je sans la moindre émotion dans la voix. Apparemment, c'est ton seul domaine d'expertise, l'apparence extérieure. Les emballages brillants, les cheveux gominés, les mots sophistiqués. Je m'approchai de lui pas à pas. Il tenta de reculer, mais il était coincé contre son stand. Le leadership, dis-je en élevant la voix pour que toute la salle m'entende, ce n'est pas crier « Antoine ». Le leadership, ce n'est pas non plus porter les vêtements les plus chers. Le vrai pouvoir est invisible. La vraie compétence n'a pas besoin de se mettre en scène pour faire ses preuves. Larmes ont commencé à couler des yeux d'Antoine. Oui, cet arrogant enfant prodige pleurait. C'est un malentendu, gemit-il. Je suis désolé. Je plaisantais. C'était juste pour faire le spectacle. Pour les investisseurs. Je secouai la tête. Cette attitude pitoyable me refroidissait encore plus. Les investisseurs? Je tournai la tête vers la délégation japonaise. Le chef du groupe, un homme âgé à l'air sérieux, s'inclina légèrement vers moi avec un profond respect. Puis il regarda Antoine avec dégoût.
Il sortit la carte de visite d'Aérotech Solutions de sa poche et la déchira lentement en deux sous les yeux de tous. Il jeta les morceaux déchirés sur le sol du stand, puis se retourna et s'éloigna. Les autres l'ont suivi. Le pire cauchemar d'Antoine était en train de se réaliser. Les fonds s'évaporaient en quelques secondes. Mais je n'avais pas encore fini. Ce n'était que le début. Je me suis tourné vers le chef de la sécurité. Chef, faites immédiatement boucler ce stand. Personne ne doit s'en approcher et aucun équipement ne doit en sortir. À vos ordres, amiral. Puis je me suis tourné vers Antoine. Et vous, monsieur Delacroix? Ce drone présente une grave faille de cybersécurité qui menace la sécurité nationale. Une porte dérobée. Il s'agit d'une négligence équivalente à une trahison. Je sortis mon téléphone de la poche de ma veste. Mais cette fois, ce n'était pas un téléphone ordinaire. Je composais le numéro crypté de la ligne militaire. Allô? Général, ici l'amiral Merlan. Oui, je suis au Palais des Congrès. Je veux une équipe de police militaire ici. Et la brigade cybercriminalité. Oui. Nous allons faire un grand nettoyage. Je raccroche et jette un dernier regard à Antoine. Prie, Antoine, lui ai-je dit. Prie pour que ta seule faute soit ta stupidité. Car si tu as laissé cette porte arrière ouverte délibérément, tes jours en prison seront bien plus longs que tu ne le penses. Parfois, on peut blesser quelqu'un sans même le toucher. Il suffit de révéler sa véritable identité pour briser son orgueil. Si vous pensez que la chute d'Antoine a commencé, vous vous trompez. Ce n'est que le début de la chute libre. L'impact au sol sera bien plus violent. Continuez à regarder pour le voir. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Personne n'osait me regarder dans les yeux, mais je sentais que tout le monde retenait son souffle. À ce moment-là, je ne quittais pas un simple salon d'exposition. Je quittais un champ de bataille victorieux. Et derrière moi, je laissais non seulement les décombres de la carrière d'Antoine, mais aussi le cadavre de toute l'arrogance de cette salle. Lorsque les lourdes portes vitrées du Palais des Congrès se refermèrent derrière moi, le brouhaha sourd du chaos intérieur s'éteignit. Dehors, sous le ciel gris de Paris, la vie continuait comme si de rien n'était. Les gens marchaient en regardant leur téléphone, les taxis klaxonnaient. Les touristes prenaient des selfies, mais dans mon monde, la tempête ne faisait que commencer. La portière de la berline noire ordinaire qui attendait au bord du trottoir s'est ouverte avant même que je m'en approche. Au volant se trouvait mon chauffeur et garde du corps, le sergent Pierre, qui m'accompagnait depuis des années et était aussi silencieux et fidèle que mon ombre. Lorsque je suis monté dans la voiture, Pierre m'a jeté un bref regard dans le rétroviseur. Il a dû lire l'expression sur mon visage, car il ne m'a pas demandé à la maison, amiral, à Ballard, Pierre. Ai-je répondu en attachant ma ceinture. Nous allons à l'Hexagone. Et dépêchez-vous. Hexagone. Le Pentagone français. Cet immense quartier général militaire futuriste situé dans le 15e arrondissement de Paris. Ma véritable maison. Alors que la voiture se fondait dans la circulation, je sortis mon téléphone. Le voyant de notification clignotait comme un bouton d'alarme. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés, échappant à mon contrôle. L'un des génies de la technologie, présent dans la salle, probablement l'un des assistants d'Antoine, avait diffusé l'événement en direct. J'ai consulté la liste des tendances Twitter, scandale Aérotech, amiral Merlan, admin 123. J'ai cliqué sur l'une des vidéos. Dame millions de vues. Le titre était Une grand-mère détruit un milliardaire de la technologie d'un seul doigt. La vidéo montrait clairement Antoine en train de pleurer par terre et moi en train de retirer ma carte d'identité. Les commentaires étaient impitoyables. Faites de cette femme la présidente. Les actions d'Aérotech ont chuté de 40%, nous avons perdu tout notre argent. Admin 123. Vous êtes sérieux? Même le mot de passe de mon modem est plus compliqué. J'ai souri légèrement, mais ce sourire n'a pas duré longtemps. Je me moquais qu'Antoine soit humilié. Ce qui m'inquiétait, c'était les données contenues dans ce drone. Cette porte dérobée. Avait-elle été placée là par simple paresse ou avait-elle un objectif plus sinistre? Mon téléphone a sonné. C'était le lieutenant Lefebvre, mon bras droit au sein de l'unité de cybersécurité. Amiral, dit Lefebvre, d'une voix calme mais tendue, comme à son habitude. Conformément à vos ordres, nous avons accédé à distance aux serveurs centraux d'Aérotech et effectué une première analyse. Quelle est la situation, lieutenant? Antoine est-il simplement un idiot? Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Si seulement c'était aussi simple, monsieur. La situation est bien plus complexe que vous ne le pensez. Le port 8080. Il ne sert pas uniquement à entrer. Il est également utilisé pour le flux de données sortant. Je fronçai les sourcils. Le flux de données? Vers où? Vers les serveurs d'une société écran basée aux îles Caïmans. Et de là, nous perdons la trace du signal. Mais nous pensons qu'il se dirige vers l'Europe de l'Est. Amiral, le drone d'Antoine a enregistré les cartes topographiques et les fréquences radar des bases militaires françaises lors de ses vols d'essai.
Et ces données sont peut-être en train d'être vendues. Mon sang s'est glacé. Antoine n'était pas seulement un PDG arrogant. Il était, consciemment ou non, une taupe qui divulguait les secrets de défense du pays. L'incident, qui avait commencé comme un scandale de salon, s'était transformé en crise de sécurité nationale. Lieutenant, dis-je en conservant le ton glacial de ma voix. Lancez le code bleu. Gelez les comptes de tous les employés d'Aérotech. Faites une descente au domicile d'Antoine, à son bureau et même chez sa maîtresse. Pas un seul octet ne doit disparaître. J'arrive à l'Hexagone. Préparez la salle de guerre. À vos ordres, amiral. Je raccrochai le téléphone et m'appuyai contre la vitre. Les rues de Paris défilaient à toute vitesse. Les gens regardaient la vidéo en riant, s'amusant de la chute d'Antoine. Mais aucun d'entre eux ne se rendait compte que nous étions au bord du précipice. Antoine n'était qu'un pion, une marionnette, la personne qui tirait les ficelles, qui avait placé ce port-là, qui avait volé ses données, était quelqu'un d'autre. Et moi, Noémie Merlan, j'allais trouver ce marionnettiste et couper ses ficelles une à une. Cette histoire n'est plus seulement une histoire de vengeance. C'est une chasse. Et le chasseur a flairé sa proie. Si vous voulez voir comment les vrais coupables derrière le rideau seront démasqués un à un et comment l'intelligence de Noémie s'alliera à la puissance militaire, ne bougez pas. Car dans quelques instants, la véritable tempête va éclater. Alors que la voiture s'approchait des portes hautement sécurisées de Ballard, j'ai interpellé Pierre. Éteignez la musique, Pierre. Bien sûr, amiral. Pourquoi? Parce que... ai-je répondu en fixant du regard la façade en acier du bâtiment. Je veux écouter le silence. Le silence qui précède la chasse. Hexagone Ballard, connu du grand public sous le nom de Pentagone français. Vu de l'extérieur, avec son toit recouvert de panneaux solaires et son architecture moderne, il ressemble à un complexe de bureaux ordinaires. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Lorsque notre véhicule s'est arrêté devant l'entrée principale, même la posture des policiers militaires a changé. Dès que notre plaque d'immatriculation a été reconnue, les lourdes barrières en acier se sont ouvertes doucement et silencieusement, comme si elles n'étaient qu'un simple bout de tissu. Personne n'a posé de questions. Personne n'a demandé nos papiers d'identité. À ce niveau, la plaque d'immatriculation de ma voiture était une signature plus valable que mon visage. Pierre a garé la voiture dans le parking souterrain connu sous le nom de zone rouge, accessible uniquement aux commandants et aux chefs des services de renseignement. Lorsque je suis descendu de la voiture, il n'y avait plus aucune trace de l'atmosphère artificielle du Palais des Congrès. Ici, il faisait froid. Ici, l'ambiance était sérieuse. Ici, c'était l'endroit où les décisions étaient prises et où les gens se transformaient en coordonnées sur des cartes. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton -4. Scan rétinien, analyse vocale et lecture de la paume de la main. En 3 secondes, le système m'a validé « Bienvenue, amiral Merlan ». Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai pénétré dans le couloir sombre et éclairé d'une lumière bleue du CPTO. C'était mon sanctuaire. En marchant dans le couloir, les jeunes officiers, analystes et experts en cybersécurité passaient à côté de moi en se collant au mur et en saluant. Je me suis souvenu du moment où Antoine m'avait appelé tante. Et j'ai involontairement esquissé un sourire. J'aurais aimé qu'il puisse me voir maintenant, dans mon propre royaume. Les portes de la salle des opérations principales s'ouvrirent. Cet endroit ressemblait à une immense salle de cinéma. Sur le mur d'en face, il y avait une carte numérique géante représentant le monde. Dames point rouge, bleu et vert bougeaient sans cesse. Mais aujourd'hui, tous les regards étaient rivés sur un seul point, un signal rouge clignotant au-dessus de l'Europe de l'Est. L'amiral est sur le pont, cria l'officier de service. Les 50 personnes qui travaillaient dans la pièce se levèrent simultanément. Les bruits de clavier, les chuchotements, tout s'arrêta un instant. Continuez, dis-je en retirant ma veste et en la suspendant à l'arrière de ma chaise. Lefebvre, rapport de situation. Le lieutenant Lefebvre s'approcha de moi, sa tablette à la main. Son visage semblait pâle sous la lumière bleue des écrans. Ce n'était pas bon signe. Amiral, dit-il en s'efforçant de ne pas trembler. La situation est plus critique que nous le pensions. Le drone d'Antoine n'a pas seulement volé les cartes de surface. Il projeta un graphique sur l'écran géant. Dames ondes sonores complexes et des analyses de fréquences. Qu'est-ce que c'est, Lefebvre? C'est la signature acoustique de nos sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren, monsieur. À cet instant, l'air dans la pièce sembla se vider comme sous l'effet d'un aspirateur. Je retins mon souffle. Signature acoustique. L'empreinte digitale d'un sous-marin. Si l'ennemi connaissait la signature acoustique d'un sous-marin, il pouvait le repérer n'importe où dans l'océan, comme s'il écoutait un concert de rock bruyant. Cela signifiait que des milliards d'euros d'investissement et la dissuasion nucléaire française partaient en fumée. Antoine, murmurai-je, ma colère se transformant désormais en une rivière de lave brûlante plutôt qu'en un glacier froid.
Cet idiot a rendu notre marine aveugle et sourde juste pour gagner de l'argent. Monsieur, dit Lefebvre. Antoine est actuellement dans la salle d'interrogatoire 3. Si vous voulez, montrez-moi les images. Dis-je. Une fenêtre s'ouvrit dans le coin de l'écran. Antoine était assis à une table métallique, les mains menottées. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux gominés et bourriffés. Ses yeux étaient gonflés, il était épuisé d'avoir pleuré. L'officier de renseignement en civil qui se tenait en face de lui tendait un verre d'eau, mais il tremblait trop pour pouvoir boire. J'avais juste des dettes, criait Antoine, sa voix grésillant à l'écran. Ils m'ont dit que c'était juste une étude de marché. Le type s'appelait Monsieur K. Ils m'ont payé en crypto-monnaie. Je vous jure, je ne savais rien du sous-marin. Je détournais la tête avec dégoût. Éteignez ça. Dis-je. Ce n'est rien. Juste un idiot utile. Ce n'est pas lui notre cible. Notre cible, c'est Monsieur K. Je suis revenu à l'écran principal. La ligne de flux de données partait des îles Caïmans et suivait un itinéraire complexe vers un serveur inconnu. La connexion est-elle toujours active? Demandai-je. Oui, amiral, répondit un cyberanalyste. Le transfert est lent car les paquets de données sont très volumineux. Ils en sont actuellement à 87%. Ordonnez-vous la coupure de la connexion? Je levai la main. Non. Tout le monde dans la salle m'a regardé avec étonnement. Ne pas couper la connexion. Si nous la coupons maintenant, dis-je en fixant la ligne rouge, ils auront récupéré une partie des données et nous ne saurons jamais qui ils sont. Nous devons pénétrer dans leurs repères. Je me suis tourné vers Lefebvre. Préparer le protocole Cheval de Troie. Projet Méduse. Les yeux de Lefebvre se sont mis à briller. Méduse? Mais monsieur, ce logiciel est encore au stade expérimental. Il ne se contente pas de surveiller le système adverse, il surchauffe physiquement leur matériel. Les réduit en cendres. Ai-je complété? Je sais. C'est exactement ce que je veux. Je me penchai sur mon bureau. Je posai mes mains sur la carte. Nous leur donnerons ce qu'ils veulent, dis-je. Laissez-les télécharger le reste du fichier. Mais intégrez-y Medusa. Dès qu'ils ouvriront le fichier, ils seront confrontés à un virus qui fera fondre chaque puce de la salle des serveurs. Et surtout, dans les dernières secondes avant l'incendie, il nous enverra leurs adresses IP réelles. Regardez bien cette scène. Car les guerres modernes ne se font plus dans les tranchées, à coups de fusil. Les guerres se gagnent ou se perdent dans les câbles à fibre optique en quelques millisecondes, à coups de lignes de code. Et en ce moment même, un ennemi invisible est sur le point de comprendre qu'il s'est attaqué à la mauvaise femme. Lancez l'opération. Ai-je dit? Dans la pièce, le cliquetis des claviers s'est accéléré comme des tirs de mitrailleuse. Tout le monde était concentré sur sa tâche. La barre de progression à l'écran atteignit 99%. Le fichier a été envoyé. A déclaré Lefebvre. Méduse est active. Silence. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Puis, ce point indéfini sur la carte est soudainement devenu net. Les coordonnées ont commencé à défiler. Signal capté. S'écria un analyste. Position confirmée. Monsieur, ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Où est-ce? C'est un cargo sans nom naviguant dans les eaux internationales de la mer Baltique. Un navire fantôme. Les serveurs sont là-bas. Je souris. Parfait, dis-je. Ils ne sont donc pas à terre. Ils sont dans ma décharge, en mer. Je me suis emparé du téléphone rouge à côté de moi. Ce téléphone était directement relié au groupe aéronaval Charles de Gaulle qui patrouillait en mer du Nord. Passez-moi l'amiral Prazuc. Dis-je. Dites-lui que la chasse est ouverte. Le petit jeu d'Antoine était terminé. Le jeu des grands commençait. Je reconnaissais très bien le visage qui apparut à l'écran. L'amiral Christophe Prazuc. Le vieux loup. De la marine. Chaque ride de son visage racontait les années passées dans une mer agitée. Noémie, dit-il d'une voix claire et paternelle malgré les grésillements de la ligne. Il avait abandonné les formules officielles. Les enfants de Ballard parlent d'un navire fantôme. Dites-moi, s'agit-il d'un simple exercice ou partons-nous vraiment à la chasse? Je fixai du regard le point rouge clignotant sur l'écran géant. Ce point n'était pas seulement un navire. Ce point était la boîte noire de notre sécurité nationale. Ce n'est pas un exercice, Christophe, dis-je. La cible est un cargo battant pavillon panaméen, baptisé Polaris. Mais il ne transporte pas de conteneurs, mais des serveurs. Et ces serveurs contiennent les signatures acoustiques de nos sous-marins de classe Suffren. Si ce navire sort des eaux internationales et accoste dans un port hostile, la moitié de notre flotte sera réduite à néant. Il y eut un bref silence glacial à l'autre bout du fil. Puis, la voix de l'amiral Prazuc changea. Son ton paternel avait disparu, remplacé par un ton d'ordre et de commandement aussi dur que l'acier. Bien reçu, amiral. La flotte est en état d'alerte. La frégate Normandie est en route pour l'intercepter.
Je fais décoller 2 avions Rafale immédiatement. Quelles sont les règles d'engagement? Arrêtez le navire. Ai-je dit. Ne le coulez pas. Nous avons besoin de ces serveurs et de leur équipage. Mais s'ils résistent. J'ai pris une profonde inspiration. S'ils résistent, rappelez-leur à quel point le fond de la mer est froid. À vos ordres. L'écran s'est divisé en deux. D'un côté, je regardais en direct l'agitation sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle, qui naviguait sur les eaux grises et agitées de la mer du Nord. Le personnel de vol, vêtu de gilets jaunes, plaçait 2 monstres métalliques. Des avions de combat Rafale M dans la catapulte. Le rugissement des moteurs était perceptible même à des milliers de kilomètres de distance. À travers les haut-parleurs, les jets ont décollé les uns après les autres et ont disparu dans les nuages en quelques secondes. À ce moment-là, une voix s'éleva de la table d'analyse cybernétique. Amiral, l'effet Médusa a commencé à se faire sentir sur le navire. Je tournai mon regard vers l'image satellite. Le Polaris se trouvait au milieu de la mer Baltique, telle une tache grise. Mais la caméra thermique révélait des augmentations de température anormales sur le pont et dans la salle des machines du navire. Les systèmes de refroidissement sont hors service, dit le lieutenant Lefebvre d'un ton triomphant. Les serveurs ont atteint 90 degrés. Ils sont en train de fondre. Les systèmes de navigation et de communication du navire sont également hors service. Il dérive actuellement à l'aveugle et sans communication. J'ai souri. Il n'est pas seulement aveugle et sourd, ai-je dit. Il est également terrifié. 10 minutes plus tard, la voix du pilote du Rafale résonna dans la pièce. Ici Cartal 1. Contact visuel établi avec la cible. Je répète, contact visuel établi. Panique observée à bord du navire. Présence d'éléments armés sur le pont. Faites un tir d'avertissement, Cartal 1. Ai-je dit dans le micro. Même s'ils ne comprennent pas votre langue, ils comprendront le langage universel du canon de 30 mm. Bien reçu. Sur l'écran, j'ai vu le jet passer à quelques mètres seulement de la proue du navire et tirer sur l'eau. D'armes colonnes d'eau se sont élevées dans les airs. Les hommes armés sur le pont du navire se sont dispersés dans toutes les directions comme des fourmis. Mais le Polaris ne s'arrêtait pas. Il continuait d'avancer à toute vitesse. Ils sont têtus. Murmurai-je. Lefebvre, pouvez-vous prendre le contrôle du gouvernail du navire? Grâce à Médusa, nous avons accès à tout, monsieur. Mais ils ont peut-être pris le contrôle manuel. Dans ce cas, dis-je en me levant de ma chaise, nous ne leur laisserons pas d'autre choix. Christophe, à quelle distance se trouve le Normandie? À 20 minutes, amiral. Mais notre hélicoptère Caïman est en vol. Il transporte le commando Hubert. Le commando Hubert. L'unité la plus élite et la plus meurtrière de la marine française. Elle n'avait pas son pareil dans le monde en matière d'opérations sous-marines et de raids sur des navires. Je donne l'autorisation d'opérer, dis-je. Que le raid commence. Tout le monde dans la salle de guerre retenait son souffle. Ce n'était plus une cyberattaque. C'était un conflit armé. Sur l'écran, j'ai vu l'énorme hélicoptère de transport arriver au-dessus du navire et lancer des cordes. Dames commando vêtues de noir et masquées ont commencé à descendre sur le pont du navire comme des ombres. Mais les occupants du navire n'avaient pas l'intention de se rendre. Sur la caméra thermique, j'ai vu des lueurs derrière les conteneurs sur le pont. Ils ouvraient le feu. Les hostilités ont commencé. A crié l'officier de service. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais je n'ai pas laissé transparaître mon émotion. Restez calme. Ai-je dit. Nos gars ne sont pas des amateurs. À ce moment-là, une voix s'est fait entendre dans la radio. Mais ce n'était pas un appel à l'aide. C'était la voix calme, presque ennuyée, du commandant de l'équipe commando. Centrale, ici l'équipe Alpha. Le pont est dégagé. Nous avançons vers la passerelle. La résistance est faible. Ce ne sont pas des soldats, juste des voyous mercenaires. J'ai poussé un profond soupir. Selon vous, dans les guerres modernes, est-ce la technologie qui est déterminante ou bien la formation et la volonté des hommes à ce moment-là? Choisissez votre camp en écrivant technologie ou volonté dans les commentaires, car ce que vous allez voir dans un instant repoussera les limites des deux. Mais alors que nous étions sur le point de nous détendre, la voix du lieutenant Lefebvre a tranché le silence de la pièce comme un couteau. Amiral, il y a un problème. Je me suis rapidement tourné vers lui. Que se passe-t-il? Médusa a détecté un autre réseau dans les profondeurs du vaisseau. Il n'est pas connecté à ses serveurs. C'est un système indépendant. Quel système? Le visage de Lefebvre était livide. Il me regardait, les yeux remplis d'horreur. Monsieur, dans la soute du vaisseau, il n'y a pas que des serveurs. Il y a des explosifs, du C4, et le compte à rebours a commencé. Mon sang se glaça. Combien de temps? 3 minutes. Je me suis précipité vers le micro. Équipe Alpha. Évacuez immédiatement. Je répète, le navire est piégé. Évacuez immédiatement. Mais la radio ne diffusait que des parasites et des bruits d'armes à feu. Vous m'entendez? Équipe Alpha. Pas de réponse.
Le vaisseau fantôme était une bombe flottante conçue non seulement pour stocker des données, mais aussi pour détruire tout et tout le monde si nécessaire. Et mes meilleurs hommes se trouvaient actuellement à bord de cette bombe. Le temps. Ce rythme régulier et mécanique qui s'écoulait normalement dans ma montre s'était soudainement transformé en un monstre terrifiant dans la salle de guerre. Le compteur numérique sur le mur défilait à une vitesse impitoyable. 02h59. 02h58. La communication est-elle toujours coupée? Ai-je crié? Le calme glacial de ma voix commençait à se fissurer. Vous pouvez être amiral, vous pouvez être stratège, mais aucun grade ne peut alléger le poids de la pensée que vous envoyez vos propres soldats à la mort. Il y a un parasite, monsieur, dit l'officier de communication en retirant son casque d'un geste brusque avant de le remettre. Ils ont activé les brouilleurs à pleine puissance à l'intérieur du navire. Le signal ne passe pas. Je frappai du poing sur la table. Contactez l'hélicoptère. Dites au pilote du Caïman de s'éloigner du navire. Si ce navire explose, l'onde de choc fera tomber l'hélicoptère. 2h15. Sur l'écran, l'image thermique de l'hélicoptère était suspendue au-dessus du navire comme une mouche. Le pilote n'avait pas encore conscience du danger. Il attendait les commandos à l'intérieur. Amiral, dit Lefebvre d'une voix à peine audible, le chef de l'équipe Alpha, le capitaine Renard. Il ne quittera jamais le navire les mains vides. Sa mission était récupérer ou détruire les données. Mais maintenant, sa mission est de survivre. Dis-je. Et à ce moment-là, au milieu du bruit statique, nous avons entendu la voix que nous attendions tant. Par saccades, haletante, mais déterminée. Centrale. Ici Renard. Vous m'entendez? Renard. M'écriai-je dans le micro. Capitaine. Le vaisseau va exploser. Évacuez immédiatement. C'est un ordre? À l'autre bout de la ligne, on entendait des coups de feu et des bruits métalliques. Nous savons, amiral, a répondu Renard. Sa voix était étrangement calme. Nous avons trouvé la bombe. Elle se trouve dans la soute principale. Au moins une demi-tonne de ces 4. Impossible de la désamorcer. Il y a trop de pièges. Alors sortez de là. Retournez à l'hélicoptère. Nous ne pouvons pas, monsieur. L'accès au pont est bloqué. Il y a un incendie. Et nous avons un colis. Un colis? Quel colis? Le capitaine du navire. Le fantôme. Nous l'avons capturé vivant. Et monsieur, cet homme n'est pas seulement un capitaine. Il a beaucoup à dire. Nous ne pouvons pas le laisser partir. J'avais les larmes aux yeux. Ces hommes risquaient leur vie pour transporter un criminel sur leur dos. Parce qu'ils savaient que cet homme était la clé qui permettrait de briser cette chaîne de trahison. 1h30. Renard, dis-je. L'hélicoptère ne peut pas vous récupérer. Il ne peut pas perdre d'altitude. Trouvez un autre moyen de sortir. Nous sommes sur le pont arrière, répondit Renard. Notre canot est rachibé et amarré en bas. Mais nous sommes sous le feu. Le reste de l'équipage du navire nous a encerclés. Nous avons besoin d'un appui-feu pour sortir. Je me suis immédiatement tourné vers l'amiral Prazuc. Les rafales sont toujours en vol? Oui, ils sont à court de carburant, mais ils sont toujours là. Dites-leur de viser la proue du vaisseau. Pas le pont, mais l'avant de la soute. Un tir de diversion qui retardera l'ennemi sans provoquer d'explosion. C'est trop risqué, Noémie, a répondu Prazuc. La bombe pourrait exploser. Elle va exploser de toute façon. Ai-je crié. Donnez-leur 30 secondes pour monter à bord de ce bateau. Prazuc hocha la tête et donna l'ordre au micro. Sur l'écran, j'ai vu 2 éclairs descendre du ciel. Les avions Rafale ont balayé l'avant du navire avec des canons de 30 mm. La coque en acier s'est déchirée comme du papier. Le bruit des combats à bord du navire s'est arrêté un instant. Les tirs ennemis avaient cessé. 00h45. Maintenant, cria Renard. On saute. Tout le monde dans les canots. Sur la caméra thermique, j'ai vu de petits points sauter à la mer depuis la poupe du navire. 1, 2, 3, 4 et 5. Le 5e point était plus lent que les autres, il transportait probablement un prisonnier. Sont-ils montés dans le canot? Demandai-je en retenant mon souffle. L'image thermique est brouillée. Oui, la chaleur du moteur a été détectée. Il bouge. 00h15. Le bateau a commencé à s'éloigner rapidement du navire. Ils s'échappaient de ce piège mortel en laissant derrière eux des traînées de mousse blanche. Mais ils n'étaient pas assez rapides. Plus vite. Murmurai-je. Plus vite. 00h05. 00h04. 00h03. Je ne pouvais pas regarder l'écran, mais je devais le faire. 0h. L'écran est d'abord devenu blanc. L'image satellite a été momentanément aveuglée par la violence de l'explosion. Quelques secondes plus tard, lorsque l'image est revenue, le vaisseau polar avait disparu. À sa place, il y avait une énorme boule de feu qui s'élevait dans le ciel et un trou noir au milieu de la mer. L'onde de choc avait projeté l'eau à des centaines de mètres. Le bateau? Ai-je demandé. Je n'avais plus de voix. Où est le bateau?
Lefebvre agrandit l'écran. Les vagues étaient gigantesques. La fumée et la vapeur recouvraient tout. Aucun signal, monsieur, dit un analyste. Le transpondeur du bateau s'est éteint. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Personne ne bougeait. Le sentiment de victoire que j'avais ressenti en battant Antoine avait désormais laissé place à un chagrin glacial. C'était moi qui les avais envoyés. C'était moi qui avais donné l'ordre. Une minute s'écoula. Puis 2 minutes. Alors que j'étais sur le point de perdre tout espoir et de prendre ma tête entre mes mains, une voix rauque et sifflante retentit dans la radio. Centrale. Ici Renard. Les 50 personnes présentes dans la pièce retinrent leur souffle. Certaines poussèrent des cris de joie. Nous sommes un peu mouillés, amiral. Et je crois que j'ai une coupure au sourcil. Mais le colis est intact. Et vous devriez voir le spectacle. J'adore les feux d'artifice. Une larme coula de mon œil, mais je l'essuyai immédiatement. Un amiral ne pleure pas. Du moins, pas devant tout le monde. J'ai pris le micro. Bravo, équipe Alpha. Le Normandie vient vous chercher. Rentrez chez vous. Nous nous sommes adossés. Il ne restait plus que des débris du vaisseau. Les serveurs, ces maudites données, tout avait fini au fond de l'océan. Médusa avait fait son travail, brûlé les données. L'explosion avait détruit les preuves matérielles. Mais nous avions quelque chose de plus précieux entre les mains. Le capitaine du fantôme. Lefebvre s'est approché de moi. Monsieur, quelques secondes avant l'explosion du vaisseau, Médusa a envoyé un dernier paquet de données. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une adresse IP, amiral. Ce n'est pas une coordonnée. C'est un nom. Je fronçai les sourcils. Quel nom? Lefebvre m'a tendu sa tablette. Un seul mot était écrit à l'écran. Au bas du fichier crypté, une note signée par Monsieur K. Ulysse. Odysseux? Murmurai-je. Le roi rusé de la mythologie grecque. L'homme qui a construit le cheval de Troie. C'était un nom de code. Et quand j'ai vu ce nom, mon inquiétude s'est encore accrue. Parce que les imbéciles comme Antoine ne connaissaient pas la mythologie. Cela montrait que l'ennemi qui nous faisait face était cultivé, intelligent et au moins aussi dangereux que moi. La guerre n'était pas terminée. Seul l'échiquier avait changé. Amiral, dit Lefebvre. Nous interrogerons le capitaine pour savoir ce que signifie ce nom. Non, lieutenant, répondis-je en prenant ma veste pour l'enfiler. Nous ne l'interrogerons pas. Je lui parlerai moi-même. Et cette fois, je ne jouerai pas le rôle du gentil flic. Le couloir menant à la salle d'interrogatoire était plus froid que la salle de guerre. C'était le point le plus bas de l'hexagone. -7. Dans les documents officiels, on l'appelait salle des archives. Mais tout le monde savait ce qu'elle était réellement, le trou noir. Les informations qui y entraient n'en ressortaient jamais. Les gardes à la porte de la salle ont claqué des talons en me voyant. Je n'ai pas dit un mot. Je leur ai simplement fait signe d'ouvrir la porte. L'intérieur était sombre. Une seule source de lumière éclairait la table métallique au milieu de la pièce. Et derrière la table, un homme était assis, menotté à une chaise. Il s'appelait Victor Volkov. Ancien membre des Spetsnaz, il était désormais un mercenaire fantôme. Travaillant pour le plus offrant. Son visage était couvert de suie et de sang à cause de l'explosion sur le navire et de sa fuite. Son arcade sourcilière était fendue, mais son regard moqueur et provocateur était toujours là. Quand je suis entré, il a levé la tête. Il m'a regardé de haut en bas. Ah, dit-il dans un français fluide mais teinté d'accent. C'est donc vous, la grand-mère, qui essayez de me couler. Vous sembliez plus grande dans la salle de guerre. Je ne répondis pas. Je tirai une chaise et m'assis juste en face de lui. Seule la table métallique et le silence nous séparaient. Je posai le dossier sur la table, mais ne l'ouvris pas. Je ne parlerai pas, dit Volkov en se calant dans son siège. La Convention de Genève. Le droit à un avocat. Tu sais, toutes ces choses ennuyeuses. J'ai souri. Mais cette fois, ce n'était pas le sourire moqueur que j'avais adressé à Antoine. C'était le dernier sourire d'un requin avant de mordre sa proie. Victor, dis-je d'une voix calme. Ce n'est pas un poste de police. Je ne suis pas un policier. La Convention de Genève s'applique aux soldats. Toi, tu n'es rien. Tu n'as pas de drapeau. Tu n'as pas de pays. Tu n'as pas d'uniforme. Je me penchai vers la table. En ce moment, tu es un fantôme qui devrait être au fond de l'océan. Et tu sais quoi? Les fantômes n'ont pas d'avocat. Le sourire de Volkov s'est légèrement estompé, mais il a continué à résister. Vous ne pouvez pas me faire peur, amiral. J'ai vu des choses. Les officiers de bureau comme vous ne peuvent pas me briser. Je ne veux pas te briser, Victor, dis-je. Je veux te sauver. Volkov éclata de rire. M'être sauvé? Vous. La femme qui veut me mettre en prison et me laisser pourrir là-bas. Je plongeai la main dans ma poche et en sortis une photo. C'était une image satellite du moment où le vaisseau avait explosé. L'énorme boule de feu avait transformé la nuit en jour. Je lui ai lancé la photo. Cette explosion, dis-je, ce n'était pas nous, Victor. Nous voulions seulement arrêter le vaisseau.
Mais ces explosifs, ils avaient été placés là bien avant notre arrivée. Le détonateur n'était pas relié au pont du vaisseau, mais à ta cabine, juste en dessous. Volkov regarda la photo. Ses pupilles tremblèrent. Tu mens, dit-il d'une voix hésitante pour la première fois. C'est du bluff. Vraiment, dis-je. Réfléchis, Victor. Ton patron, Odysseux, t'a-t-il dit de protéger les données? Oui, mais t'a-t-il dit de te sacrifier si le navire était capturé? Je ne pense pas. Tu es un professionnel, pas un kamikaze. Volkov se tut. Une goutte de sueur apparut sur son front. Odysseux t'a sacrifié, Victor. Ai-je murmuré. Ce navire n'était pas destiné à atteindre le port. Il était destiné à être détruit, avec toi et ton équipage, une fois la mission accomplie. Tu n'étais pas un capitaine. Tu étais le gardien d'un cercueil. Le masque impassible de Volkov se fissura. Dans ses yeux, je vis quelque chose de plus profond que la peur de la mort, la colère d'avoir été trahi. Tout comme moi lorsque j'avais appris la trahison d'Antoine. Mais la sienne était bien plus mortelle. Odysseux, murmura-t-il. Sa voix tremblait. Il m'avait fait une promesse. Une prime de retraite. Une nouvelle identité. Odysseux ne fait de promesses à personne, Victor. Il utilise les gens, puis les jette. Il a utilisé Antoine, puis l'a jeté. Il t'a utilisé, puis a essayé de te faire exploser. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la porte. Où vas-tu? Cria Volkov. Il commençait à paniquer. Je vais te livrer à Odysseux. Ai-je répondu en mentant. Puisque tu ne parles pas, il voudra peut-être finir ce qu'il a commencé. D'après ce que j'ai entendu, il n'aime pas l'échec. Arrête. Volkov se jeta sur la table en tirant sur ses menottes. Arrête. D'accord, je parlerai. Je me retournai. Mon visage n'affichait aucune expression de victoire, seulement un résultat attendu. Je t'écoute. Volkov prit une profonde inspiration. Odysseux. Ce n'est pas une personne, amiral. Enfin, c'est une personne, mais il ne travaille pas seul. C'est un intermédiaire. Il vole des secrets d'État et les vend au plus offrant. Où puis-je le trouver? Vous ne pouvez pas le trouver, dit Volkov. C'est lui qui vous trouvera. Mais la prochaine livraison. Les données sur ce navire n'étaient qu'une partie. Le véritable paquet de données sera transféré par voie terrestre. D'où? Volkov déglutit. De Paris, juste sous votre nez. Je fronçai les sourcils. Ou à Paris? Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas. Je ne connais que la date et l'heure. Demain soir, à minuit, à l'ombre de la Dame de Fer. La Dame de Fer, pensai-je. La Tour Eiffel. Et l'amiral, dit Volkov d'une voix tremblante, Odysseux a des hommes à l'intérieur. Pas seulement chez Aérotech, mais aussi parmi vous. À l'Hexagone. Soyez prudents. Il sait peut-être même que nous sommes en train de parler dans cette pièce. À ce moment-là, un frisson glacial me parcourut le dos. Je levai la tête et regardai la caméra de sécurité dans le coin de la pièce. Le voyant rouge clignotait. Qui se cachait derrière cette lumière? Le feuvre? Ou quelqu'un d'autre? L'ennemi n'est pas à la porte. L'ennemi est à l'intérieur. Peut-être même dans la même pièce. Noémie doit désormais lutter non seulement contre un fantôme extérieur, mais aussi contre les ombres intérieures. À la fin, les masques tomberont et, sous la tour Eiffel, se déroulera le plus grand règlement de compte de l'histoire de Paris. Êtes-vous prêts? Je suis sorti de la pièce. La porte s'est refermée derrière moi. Le feuvre m'attendait dans le couloir. Amiral, avez-vous appris quelque chose? Je l'ai regardé. Ce jeune lieutenant loyal et travailleur. Était celui, ou l'amiral Prazuc, ou Pierre? Non. Ai-je répondu en mentant. Il essaie juste de gagner du temps. Ça ne sert à rien. Je me mis en route. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Pour gagner cette guerre, je devais me méfier même de mon ombre. Pierre, dis-je dans le talkie-walkie, prépare la voiture. Nous allons à la Tour Eiffel. Ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est pour chasser un fantôme. Il était minuit. Paris dormait, mais le champ de Mars était éveillé. La pluie tombait comme un fin voile de brume, mouillant les pieds métalliques gigantesques de la Tour Eiffel. La tour, la tête perdue dans les nuages, surveillait la ville comme un gardien silencieux. Notre berline noire se gara à l'ombre du pied sud de la tour. Pierre coupa le moteur. Les essuie-glaces balayèrent une dernière fois la vitre, puis s'arrêtèrent. Amiral, dit Pierre en me regardant dans le rétroviseur, c'est très calme ici. Ce n'est pas bon signe. Je sais, Pierre. Répondis-je en sortant mon pistolet de la poche intérieure de ma veste pour le vérifier. Odysseux n'aime pas le bruit. C'est un serpent dans le silence. Je suis sorti de la voiture. La pluie me fouettait le visage, mais je m'en moquais. Mes yeux scrutaient l'obscurité. L'heure indiquée par Volkov était arrivée. Minuit. Je me dirigeais vers le pied de la tour, vers cet immense vide. Il n'y avait personne aux alentours. Ni touristes, ni vendeurs de rue.
C'était comme si le monde entier retenait son souffle à cet instant. Soudain, un bruit a résonné entre les poutres métalliques de la tour. Un bourdonnement mécanique. J'ai levé la tête. Dizaines de petites lumières rouges apparurent dans l'obscurité. Elles ne ressemblaient pas à des étoiles, mais plutôt à des yeux de chasseurs. C'étaient des drones. Mais ils ne ressemblaient pas aux jouets encombrants d'Antoine au salon. Ceux-ci étaient plus petits, plus rapides et c'étaient des drones militaires dont les canons étaient pointés vers moi. « Bienvenue Noémie », dit une voix. La voix ne provenait pas d'un haut-parleur. Elle venait directement de mon casque, de ma fréquence militaire cryptée. Je me suis retourné, et je l'ai vu. Dans l'obscurité, une personne marchait calmement vers moi. Un parapluie à la main. Le lieutenant Lefebvre. Son visage n'arborait pas son habituel air respectueux et timide. À la place, il affichait un sourire froid et arrogant. Lefebvre. Dis-je. Je n'étais pas surpris. J'étais simplement déçu. C'était donc toi. Je suis désolé, amiral, dit Lefebvre en se tenant à côté de moi. Mais je vous avais dit qu'Odyssée n'était pas une personne, vous vous souvenez? Odyssée est une idée. Et je ne suis que l'exécuteur de cette idée. Pourquoi? Demandai-je. Tu avais un avenir brillant. Tu étais l'un des meilleurs officiers de ce pays. Lefebvre rit. L'avenir? Quel avenir? Dans votre système bureaucratique, lent et obsolète. Je mérite mieux que ça, Noémie. Je mérite le pouvoir. Et la connaissance est le plus grand pouvoir qui soit. Il leva la main. Les drones descendirent et m'encerclèrent. Je les donnés, dit Lefebvre. Le vaisseau de Volkov n'était qu'un appât. Les données réelles ont été transférées directement des serveurs d'Hexagone vers mon cloud privé. Et en ce moment même, les acheteurs versent l'argent sur mon compte. 500 millions d'euros. Allez-vous me tuer? Demandai-je sans trembler. Je n'ai pas le choix, répondit-il. Vous êtes trop dangereux. Vous êtes trop intelligent. Si je vous laisse en vie, vous me poursuivrez jusqu'au bout du monde. Il a sorti son téléphone de sa poche. Adieu, amiral. Merci pour vos services. Il posa son doigt sur la commande feu. À ce moment-là, j'ai souri. Ce sourire fit hésiter Lefebvre. Pourquoi souris-tu? Parce que, lieutenant, répondis-je, vous avez oublié quelque chose. Je vous ai tout appris. Mais je ne vous ai pas appris tout ce que je sais. Je levai la main droite et claquai des doigts. Soudain, les lumières de la tour Eiffel se sont éteintes. L'immense structure a été plongée dans l'obscurité. Au même moment, les drones qui nous entouraient se mirent à trembler. Leurs lumières rouges s'éteignirent et laissèrent place à des lumières bleues. Lefebvre a regardé son téléphone avec panique. Que se passe-t-il? La connexion est coupée. Pourquoi je ne peux pas le contrôler? Parce que, ai-je répondu en m'approchant de lui, tu pensais avoir piraté mon système. Mais j'avais déjà verrouillé la porte dérobée par laquelle tu t'étais introduit. Et ton cloud privé. En réalité, c'était une prison virtuelle que j'avais créée. Le visage de Lefebvre devint livide. Impossible. C'est moi qui ai écrit Médusa. Tu as écrit Médusa, dis-je. Mais je suis la mère de Médusa. J'ai intégré dans le logiciel un protocole de loyauté, qui ne s'active qu'avec ma signature biométrique. En ce moment même, ces drones te prennent pour cible, Lefebvre. Lefebvre leva la tête. Les canons des drones étaient désormais directement braqués sur lui. Non, gémit-il. Vous ne pouvez pas faire ça. Pierre, ai-je crié. Pierre et une douzaine de militaires surgirent de l'obscurité. Lefebvre tenta de s'enfuir, mais Pierre le plaqua au sol d'un violent croche-pied et lui passa les menottes. Lefebvre se débattit au sol et me regarda. Ses yeux exprimaient à la fois de la haine et de l'admiration. « Tu es un monstre, Noémie, » dit-il. Je me penchai vers lui. « Non, lieutenant. Je suis amiral. Et un amiral protège toujours son navire, même contre les rats. » Lefebvre fut emmené et je restai seul sous la pluie. Les lumières de la tour Eiffel se sont rallumées. Paris continuait de dormir, inconscient de tout. Il ne saurait jamais qu'une bataille avait été gagnée ici cette nuit, qu'un traître avait été capturé et que leur pays avait échappé au pire. Et c'était très bien ainsi. Les vrais héros ne portaient pas de cape. Les vrais héros n'attendaient pas d'applaudissements. Nous étions des protecteurs invisibles, vivant dans l'ombre. Je passai mon sac à bandoulière. Pierre m'attendait, la portière de la voiture ouverte. On rentre à la maison, amiral. Je jetai un dernier regard vers la tour. Non, Pierre, répondis-je. Au bureau. Nous avons encore beaucoup à faire. Ulysse est parti, mais il reste des milliers de monsieur K. Dehors. Je suis monté dans la voiture. En regardant par la vitre, j'ai vu mon reflet. Une femme fatiguée, âgée, mais dure comme l'acier. Ils m'ont traité de vieille dame. Ils m'ont traité de démodée. Ils m'ont traité de faible. Mais ils se trompaient. Je suis Noémie Merlan. Je suis l'amiral invisible. Et ma garde ne s'achève jamais. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce long voyage, de l'arrogance d'Antoine à la trahison de Lefebvre.
Si voir la justice triompher a apaisé le feu qui brûlait en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager cette histoire avec vos amis. Qui sait, peut-être qu'un jour, l'amiral invisible qui sommeille en vous se révélera. À bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.